Lorsque vous vous éloignez de quelqu'un, son cerveau ne se contente pas d'enregistrer une déception. Cela déclenche une véritable crise neurobiologique programmée chez l'être humain depuis des millénaires. Voici ce qui se passe réellement dans sa tête. Dès qu'il réalise que vous êtes parti, son cerveau est inondé d'hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. C'est le même cocktail chimique que celui qu'éprouvaient vos ancêtres lorsqu'ils étaient séparés de leur tribu en pleine nature. Mais c'est là que ça devient fascinant. Son cerveau est littéralement incapable de faire la différence entre une douleur émotionnelle et une blessure physique. Lorsque l'on examine les scanners cérébraux d'une personne en plein chagrin d'amour, les mêmes zones s'allument que lorsqu'elle souffre d'une fracture osseuse. Réfléchissez-y un instant. Votre départ ne blesse pas seulement ses sentiments. Son système nerveux hurle au danger, comme si sa survie dépendait de votre retour. Et, honnêtement, nous sommes tous passés par là. Vous connaissez ce sentiment, quand quelqu'un arrête de répondre à vos messages et que soudain, vous vérifiez votre téléphone toutes les 30 secondes comme s'il détenait les secrets de l'univers? Ce n'est pas de la dépendance. C'est votre cerveau de mammifère qui tente de résoudre ce qu'il perçoit comme un problème vital. C'est pourquoi les conseils logiques tombent à plat pendant un chagrin d'amour. On ne peut pas raisonner un système nerveux qui pense lutter pour sa survie. La belle ironie est que cette réponse intense n'a souvent rien à voir avec la valeur réelle qu'il accordait à la relation. Il s'agit de la façon dont son cerveau interprète l'abandon lui-même. Votre décision de partir n'affecte pas seulement son moment présent. Elle détourne tout son système d'attachement, faisant ressurgir des schémas formés avant même qu'il ne sache marcher. Chaque personne développe un style d'attachement dans l'enfance, et votre départ active la stratégie de survie apprise à l'âge de 3 ans. S'il a un attachement anxieux, il s'accrochera plus fort. Nous parlons d'un mode détective complet, analysant votre dernière conversation, comme s'il s'agissait du film de Zapruder, cherchant à vous joindre via des amis communs, ou même se présentant dans des lieux où il sait que vous serez. Ce n'est pas de la persistance romantique, c'est son système nerveux qui tente de restaurer la sécurité par la proximité. S'il a un attachement évitant, coup de théâtre, il peut sembler totalement imperturbable tout en vivant intérieurement un chaos absolu. Ce sont souvent ces personnes qui vous envoient un message 6 mois plus tard à 2 heures du matin parce qu'elles ont traité votre départ au ralenti pendant tout ce temps. Et voici ce dont personne ne parle. Les personnes qui semblent les plus sereines après une rupture sont souvent celles dont le système d'attachement hurle le plus fort. Elles ont simplement appris très tôt que montrer son besoin était dangereux. Alors, elles jouent l'indépendance tout en espérant secrètement que vous remarquerez à quel point elles s'en sortent bien sans vous. Le système d'attachement se moque de la logique. Il ne se soucie que de la survie. Pendant des millions d'années, être abandonné par sa tribu signifiait ne pas survivre. Cette story Instagram publiée immédiatement après votre départ n'est pas une page qui se tourne. C'est son système d'attachement qui tente de signaler qu'il a toujours de la valeur pour le groupe. Il existe un principe psychologique qui explique pourquoi votre départ les frappe comme un train de marchandises. Les humains ressentent les pertes environ 2 fois plus intensément que les gains équivalents. Ce n'est pas du mélodrame, c'est de la psychologie innée. Pensez-y. Quand vous vous êtes mis ensemble pour la première fois, il y avait de l'excitation, des papillons et cette énergie de début de relation. Agréable, n'est-ce pas? Mais quand vous partez, ils ne perdent pas seulement ces bons sentiments. Ils vivent l'équivalent psychologique d'une perte de 2 fois cette valeur. C'est comme une faillite émotionnelle. C'est pourquoi les gens deviennent obsédés par l'idée d'obtenir une conclusion ou d'arranger les choses après le départ de quelqu'un. Leur cerveau tente désespérément d'éviter d'enregistrer la perte comme définitive, car le coût psychologique semble insupportable. Et c'est là que cela devient magnifiquement humain. Ils se convaincront souvent que se battre pour la relation est une question d'amour, alors qu'il s'agit en réalité d'aversion à la perte. Leur cerveau calcule littéralement que tout effort pour éviter la perte en vaut la peine,
même si la relation était médiocre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens deviennent soudainement le partenaire idéal juste après que vous avez décidé de partir? C'est l'aversion à la perte en sur-régime. Ils ne changent pas réellement. Ils font des calculs désespérés pour éviter le coup psychologique de perdre ce qu'ils avaient. L'ironie cruelle est que cette focalisation intense sur l'évitement de la perte les empêche souvent de voir que lâcher prise pourrait en fait être le gain dont ils ont besoin. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un est de perdre quelque chose qu'il tenait trop fermement. Quand vous vous éloignez, quelque chose d'étrange arrive à leur mémoire. Soudain, vous devenez parfait. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est un mécanisme de défense psychologique appelé idéalisation, et il sert un but très précis. Leur cerveau commence à monter votre relation comme un montage des meilleurs moments. Toutes les frustrations, les incompatibilités et les raisons authentiques pour lesquelles vous êtes parti sont mises de côté, tandis que chaque bon moment est amplifié et rejoué en boucle. Cela arrive parce que reconnaître les vrais problèmes de la relation reviendrait à accepter que la perdre pourrait en fait être bénéfique, et l'aversion à la perte ne permet pas ce calcul. Alors, à la place, leur esprit vous reconstruit comme le partenaire idéal qui s'est échappé. Vous savez ce qui est fascinant? Plus la relation était mauvaise, plus cette idéalisation devient intense. Les personnes vivant des relations véritablement saines, qui se terminent à l'amiable, connaissent rarement ce niveau de révision fantasmée. Mais les relations toxiques sont réécrites comme des histoires d'amour épiques. C'est comme si leur cerveau devenait un romancier à l'eau de rose, oubliant opportunément chaque dispute, tout en se souvenant de la fois où vous leur avez apporté de la soupe quand ils étaient malades. Voici la partie qui pourrait vous surprendre. Cette idéalisation ne vous concerne pas vraiment. Il s'agit pour eux d'éviter le travail psychologique consistant à examiner pourquoi ils sont restés dans quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous idéaliser est plus facile que de faire face à leur propre schéma. La version de vous qui leur manque n'est pas celle que vous étiez réellement. C'est celle qu'ils avaient besoin que vous soyez pour éviter de se regarder en face. Et c'est pourquoi expliquer vos raisons de partir aide rarement. Vous débattez avec un fantasme, pas avec un souvenir. Quand vous décidez de partir, vous ne mettez pas seulement fin à une relation. Vous déclenchez leur système de défense psychologique et celui-ci va se montrer créatif. Les mécanismes de défense sont comme des airbags émotionnels. Ils se déploient automatiquement pour protéger l'ego de l'impact, même lorsque le crash est inévitable. Vient d'abord la rationalisation. Oh, il n'était jamais fait pour moi de toute façon. Celle-ci est particulièrement divertissante car ils découvriront rétroactivement des points de rupture dont ils n'ont jamais parlé quand vous étiez ensemble. Soudain, vous êtes trop ambitieux, pas assez, trop sociable ou trop introverti. En gros, tout ce qui explique pourquoi vous perdre est en fait une victoire. Ensuite, il y a la projection. Ils ont probablement juste peur de l'engagement. C'est la façon dont leur psyché transforme votre départ en une conséquence de vos défauts, plutôt que de faire face à la possibilité que vous n'ayez simplement pas voulu être avec eux. Il est émotionnellement plus sûr de supposer que vous êtes brisé que de remettre en question leur propre capacité à être aimés. Mon préféré est le déni, où ils agissent comme si la rupture n'était qu'un malentendu temporaire qui se résoudra de lui-même une fois que vous aurez retrouvé vos esprits. Mais voici ce qui se passe réellement sous tout ce théâtre psychologique. Leur sentiment de soi se fragmente. Une partie de leur identité s'est construite autour du fait d'être votre partenaire, et votre départ crée une crise existentielle qu'ils ne sont pas équipés pour gérer directement. Les mécanismes de défense ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des protocoles d'urgence. Le problème est qu'ils empêchent le véritable travail de guérison qui pourrait les aider à grandir. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de refuser de participer au système de défense psychologique de l'autre. Une fois le choc initial passé, leur cerveau entre en mode négociation,
et la phase de marchandage pour vous retenir peut devenir incroyablement créative. C'est là que la logique s'envole, car ils commencent à conclure des pactes avec l'univers, avec vous et avec eux-mêmes, qui rendraient fier un vendeur de voitures d'occasion. Le marchandage interne ressemble à « si je lui laisse de l'espace pendant exactement 2 semaines, il réalisera que je lui manque » ou « si je deviens la personne qu'il voulait que je sois, il reviendra ». Leur esprit crée des scénarios élaborés, où la bonne combinaison d'actions annulera votre décision de partir. Mais c'est dans le marchandage externe que les choses deviennent intéressantes. Grands gestes, cadeaux inattendus ou changements soudains de mode de vie qu'ils avaient juré de ne jamais faire. C'est comme regarder quelqu'un essayer de résoudre un puzzle émotionnel, sauf que le puzzle est en fait un miroir. Voici ce qui se passe réellement. Ils tentent de reprendre le contrôle sur une situation où ils n'en ont aucun. Le marchandage n'a pas pour but de vous reconquérir. Il s'agit d'éviter l'impuissance de l'acceptation. Le plus déchirant est que toute cette énergie dépensée à essayer de changer l'issue pourrait être redirigée vers un changement personnel. Mais cela nécessite d'accepter que vous êtes réellement parti. Certaines personnes restent bloquées dans le marchandage pendant des mois, voire des années, ajustant constamment leur stratégie au lieu de traiter leurs pertes. Elles deviennent des stratèges de la relation au lieu de guérir. Le marchandage ne prend fin que lorsqu'elles comprennent enfin que l'amour n'est pas une négociation. Soit il est donné librement, soit ce n'est pas de l'amour du tout. C'est alors que la véritable guérison peut enfin commencer. Votre départ n'affecte pas seulement leur monde personnel, il brise leur identité sociale. Soudain, ils sont confrontés à la question « Qui suis-je quand je ne suis plus ta moitié ?» Les relations font partie de notre ADN social. Nous ne sommes pas seulement des individus, nous sommes la moitié d'une unité. Quand vous partez, ils se retrouvent avec les morceaux d'une identité qui n'a plus de sens. Pensez à la façon dont les couples deviennent « nous » dans la conversation. Nous adorons ce restaurant. Nous prévoyons un voyage. Nous pensons que… Quand vous partez, ils doivent réapprendre à être « je ». Et c'est plus désorientant que ce que l'on pourrait imaginer. Ensuite, il y a le tsunami de la gêne sociale. Les amis communs ne savent pas comment gérer la nouvelle dynamique. De quel côté sont-ils? Peuvent-ils encore vous inviter tous les deux? Soudain, votre cercle social partagé devient un champ de mine diplomatique, et ils essaient de maintenir des relations tout en traitant le fait que la moitié de leur reconnaissance sociale vient de s'envoler. Mais il y a une couche plus profonde. Leur identité sociale était en partie construite sur le fait d'avoir été choisis par vous. Votre choix validait leurs valeurs aux yeux du groupe. Votre départ ne signifie donc pas seulement perdre un partenaire, cela signifie perdre la preuve sociale de leurs valeurs. C'est pourquoi les relations pansement arrivent parfois si vite. Il ne s'agit pas de vous remplacer émotionnellement. Il s'agit de restaurer leur identité sociale en tant que personne désirée. La belle ironie est que cette crise d'identité, aussi douloureuse soit-elle, les force souvent à redécouvrir qui ils sont réellement sous toutes les dynamiques de couple. Parfois, perdre son identité sociale est la première étape pour trouver son moi authentique. Quand vous décidez de vous éloigner, vous ne mettez pas seulement fin à une relation, vous restructurez complètement la dynamique de pouvoir. Ce changement peut être psychologiquement dévastateur pour la personne délaissée. Chaque relation possède une structure de pouvoir invisible, et la personne qui s'investit le moins a généralement plus de contrôle. En partant, vous venez de transférer tout le pouvoir vers vous. Soudain, elle se retrouve dans la position de vouloir quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir de quelqu'un qui ne veut plus le donner. Ce renversement de situation peut être particulièrement brutal si elle avait l'habitude d'être celle qui avait le plus de pouvoir dans la relation. Observez ce qui se passe ensuite. Elle tentera souvent de réaffirmer son contrôle par les seuls moyens qui lui restent. Manipulation émotionnelle, menaces, promesses, ou parfois même en essayant de vous rendre jaloux. Mais voici la vérité psychologique profonde.
Perdre le pouvoir dans une relation peut déclencher une crise totale de l'ego. Une partie de son estime de soi s'était construite sur sa capacité à vous influencer et à être importante dans votre univers émotionnel. Votre départ ne dit pas seulement « je ne veux pas de cette relation », il dit « tu n'as plus de pouvoir sur moi ». C'est pourquoi certaines personnes deviennent vindicatives après avoir été quittées. Il ne s'agit plus de la relation. Il s'agit d'essayer de prouver qu'elles ont encore une influence sur votre état émotionnel. La réponse la plus saine psychologiquement est d'accepter ce changement de pouvoir avec dignité, mais cela requiert un niveau de conscience de soi et de maturité émotionnelle que tout le monde ne possède pas dans les moments de perte. Le vrai pouvoir vient de la capacité à laisser partir quelqu'un avec grâce, même quand chaque instinct hurle de s'accrocher. C'est la différence entre réagir et répondre. Voici la partie la plus contre-intuitive concernant la réaction de quelqu'un à votre départ. Votre éloignement pourrait être exactement ce dont il a besoin pour son évolution personnelle, même si cela ressemble à une destruction. La croissance nécessite souvent une crise, et perdre quelqu'un d'important crée les conditions idéales pour une transformation psychologique qui n'aurait peut-être jamais eu lieu autrement. Quand on est en couple, il est facile de s'installer dans le confort, d'arrêter de se dépasser et de laisser son partenaire combler les lacunes de son propre développement émotionnel. Votre départ le force à affronter des aspects de lui-même qu'il évitait. Soudain, il doit apprendre des compétences de régulation émotionnelle qu'il vous déléguait. Il doit redécouvrir ses propres intérêts, reconstruire ses liens sociaux et, plus important encore, développer une relation avec lui-même. Mais c'est là que ça devient magnifiquement ironique. Les personnes qui gèrent le fait d'être quittées avec le plus de grâce sont souvent celles qui avaient le moins besoin de la relation. Et celles qui s'effondrent complètement, ce sont généralement celles qui avaient le plus besoin d'apprendre à se tenir debout toutes seules. C'est pourquoi les relations de rebond fonctionnent rarement sur le long terme. Elles tentent de sauter la phase de croissance pour retrouver le confort du couple sans faire le travail individuel. Le paradoxe de la croissance est le suivant. Vous perdre peut lui faire énormément de mal à court terme, mais cela pourrait le sauver d'une vie de dépendance émotionnelle et d'un développement personnel atrophié. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'entretenir l'immaturité émotionnelle de quelqu'un. 10. Lorsque vous vous éloignez, vous ne quittez pas seulement son présent. Vous réorganisez complètement son rapport au temps lui-même, et les effets psychologiques sont plus profonds que vous ne pouvez l'imaginer. La mémoire devient une arme contre la guérison, car son cerveau commence à diffuser les meilleurs moments en boucle, tout en écartant tout ce qui justifiait votre départ. Le passé est reconstruit, comme cet âge d'or d'un amour parfait, opportunément édité pour supprimer chaque dispute, chaque moment d'incompatibilité et chaque raison pour laquelle vous êtes réellement parti. C'est comme si son esprit devenait un monteur de films romantiques, ne gardant que les scènes qui soutiennent le récit d'une perte tragique. Mais c'est là que la distorsion temporelle devient vraiment intéressante. Il perd la capacité d'imaginer un futur sans vous. Les projets que vous aviez faits ensemble deviennent des rêves impossibles. Les objectifs qui vous impliquaient perdent leur sens. Son avenir, qui semblait autrefois vaste et excitant, se rétracte soudain à la taille de son chagrin. Et le présent? Le présent devient insupportable, parce que c'est la seule chronologie où vous êtes réellement parti. Alors, il s'échappe dans des souvenirs idéalisés, ou des futurs fantasmés où vous revenez. C'est pourquoi on dit que le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas que le temps rende la perte moins importante. C'est que le temps finit par le forcer à reconstruire son rapport au passé, au présent et au futur, autour d'une réalité qui ne vous inclut pas. La guérison survient lorsqu'il arrête d'essayer de vivre dans le fantôme de la relation et commence à construire une vie dans le moment présent. C'est alors qu'il comprend enfin la différence entre se souvenir de l'amour et en être hanté.
Voici ce que la plupart des gens oublient concernant la dévastation d'être quitté. Caché au milieu de tout ce chaos psychologique se trouve la plus grande opportunité de transformation personnelle qu'ils puissent jamais recevoir. Toucher le fond devient une fondation, mais seulement s'ils sont prêts à construire quelque chose de nouveau, au lieu d'essayer de reconstruire ce qui était. La douleur de votre départ les force à se poser des questions qu'ils évitaient. Pourquoi est-ce que j'attire des personnes indisponibles? Qu'est-ce que je cherche réellement dans une relation? À quel point mon identité dépend-elle de la validation d'autrui? Ce ne sont pas des questions confortables, mais ce sont celles qui créent un véritable changement. C'est là que la croissance post-traumatique devient possible. Les mêmes systèmes psychologiques qui ont rendu votre départ catastrophique peuvent être redirigés vers la construction d'une version d'eux-mêmes plus forte et plus authentique. Mais voici la clé. La guérison exige qu'ils cessent d'essayer de redevenir la personne qu'ils étaient avant votre départ. Cette personne n'existe plus. La question devient: qui veulent-ils devenir à la lumière de ce qu'ils ont appris? Certaines personnes profitent de cette occasion pour développer leur intelligence émotionnelle, pour s'informer sur les styles d'attachement ou pour pratiquer l'autocompassion. D'autres l'utilisent pour bâtir le genre de vie qui attirerait des partenaires véritablement compatibles. La plus belle transformation est celle où ils finissent par vous remercier d'être partis, parce qu'ils réalisent que cela les a forcés à devenir la personne qu'ils ont toujours été censés être. C'est alors que votre départ devient leur libération. Comprendre ce que les gens ressentent lorsque vous vous éloignez ne consiste pas à assumer la responsabilité de leurs réactions émotionnelles. Il s'agit de reconnaître les forces psychologiques profondes que vous mettez en mouvement lorsque vous vous choisissez vous-même. Vous n'êtes pas responsable de la gestion du système d'attachement d'autrui, mais le comprendre peut vous aider à naviguer dans l'après-coup avec plus de compassion et de meilleures limites. Lorsqu'ils passent par le déni, le marchandage, la colère et le chagrin, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de défauts de caractère. Ce sont des réponses humaines normales à une perception d'abandon. L'intensité de leur réaction n'est pas nécessairement proportionnelle à la valeur qu'ils accordent à la relation. Elle est proportionnelle à la façon dont leur système nerveux interprète la perte. Cela signifie que leurs tentatives désespérées de renouer le contact, leurs accès de colère, leur surveillance sur les réseaux sociaux et leurs tentatives de vous rendre jaloux ne vous concernent pas vraiment. Il s'agit pour eux de traiter le séisme psychologique d'avoir été quittés. Votre rôle n'est pas de minimiser leur douleur en restant dans une situation qui ne vous convient pas. Votre rôle est d'honorer votre propre vérité tout en gardant une compassion appropriée pour leur cheminement. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de maintenir des limites fermes pendant que l'autre apprend à réguler ses propres émotions. Parfois, s'éloigner est le cadeau qui force quelqu'un à enfin grandir. La vérité ultime est que vous ne pouvez pas amener quelqu'un à la maturité émotionnelle par l'amour. Vous ne pouvez pas rester pour empêcher son évolution. Et vous ne pouvez certainement pas sacrifier votre propre bien-être pour gérer le sien. S'éloigner n'est pas cruel quand rester serait plus cruel pour vous deux. Choisissez-vous, non par égoïsme, mais en comprenant que l'amour authentique ne peut exister qu'entre deux personnes qui sont entières par elles-mêmes. Si cette plongée profonde dans la psyché humaine a changé votre regard sur la fin d'une relation, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous nous consacrons à révéler les vérités psychologiques qui sont souvent cachées sous la surface de notre vie quotidienne. Construisons ensemble un avenir fondé sur l'intelligence émotionnelle. Le prochain chapitre de notre voyage commencera très bientôt.